Avant nos enterrements de vie de célibataire, j'ai entendu ma fiancée avouer s'être totalement préparée pour son ex. Face au rire, je me suis tu. Le lendemain, au lieu du petit déjeuner au lit espéré, elle a eu une amère surprise. La notification Facebook a retenti à 2h47 du matin, mais j'étais déjà éveillé, fixant le plafond et me demandant pourquoi ma future épouse, Sophie, n'était pas encore rentrée. Son enterrement de vie de jeune fille était censé être terminé depuis des heures. J'ai attrapé mon téléphone, m'attendant à un SMS d'ivresse ou à un selfie flou avec ses copines. Au lieu de cela, je suis tombé sur une photo qui m'a glacé le sang. Il y avait Sophie, ma fiancée depuis 8 ans, assise sur les genoux d'un type au pub au Malais, dans le centre-ville. Ses bras étaient enroulés autour de son cou, son visage rougi par l'alcool et par autre chose que je ne voulais pas nommer. Le visage de l'homme était partiellement tourné, mais j'en voyais assez. Chemise chère, sourire confiant, le genre de type qui pense que la pièce lui appartient dès qu'il y entre. La légende disait « Dernière nuit de liberté ». Merci les filles pour le plus fou des enterrements de vie de jeunes filles. Aucun regret. Mes mains tremblaient en faisant défiler les commentaires. Ses amies riaient toutes, postant des émojis de flammes et des messages comme « Vas-y, ma belle ». Léa, sa demoiselle d'honneur, avait écrit « Ce qui se passe à l'enterrement de vie de jeune fille reste à l'enterrement de vie de jeune fille ». Oups. J'ai fixé cette photo pendant 10 minutes. Mon esprit s'emballait. 8 ans ensemble. 8 ans à construire une vie, à planifier un avenir, à parler d'enfants, d'un crédit immobilier et de vieillir ensemble. Et c'était ainsi qu'elle célébrait notre mariage imminent. Sans réfléchir, j'ai fait une capture d'écran de la photo et je l'ai publiée sur mon propre compte Facebook avec une simple légende, première nuit de liberté. En fait, j'ai changé mon statut relationnel en célibataire et j'ai identifié toutes les personnes importantes, y compris son père, Edward Caldwell, l'agent d'assurance le plus guindé de la région de Lyon. Puis, j'ai attendu. La réaction a été immédiate et explosive. Mon téléphone a commencé à vibrer de notifications, de commentaires et de messages. Amis, famille, collègues, tout le monde avait quelque chose à dire. Certains me soutenaient, d'autres étaient choqués, mais la plupart étaient simplement avides de drame. À 3h15 du matin, j'ai entendu la voiture de Sophie dans l'allée. Elle a fait irruption par la porte d'entrée comme un ouragan. Son visage était tordu de rage, portant encore sa petite robe de soirée noire, son maquillage coulant. Elle ne ressemblait en rien à l'agente d'assurance posée dont j'étais tombé amoureux. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Baptiste » a-t-elle hurlé en agitant son téléphone vers moi. « Tu es complètement fou ?» J'étais assis à la table de notre cuisine, l'ordinateur portable ouvert, observant l'incendie que j'avais allumé sur les réseaux sociaux. Notre petite ville de Villefranche se nourrissait de ragots, et je venais de leur donner l'histoire de l'année. Dans ma propre maison, je me suis levé lentement. À 38 ans, j'avais appris à contrôler ma colère grâce à des années de service militaire et à la gestion de mon entreprise de bricolage. Mais ce soir-là, ce contrôle ne tenait qu'à un fil. Ce n'est pas moi qui suis un peu trop amical avec des inconnus à mon enterrement de vie de jeune fille, ai-je dit. C'était juste une blague, a-t-elle rétorqué en jetant son sac à main sur le comptoir. Mon Dieu, tu es si peu sûr de toi. C'était un amusement innocent. Innocent ? J'ai affiché la photo sur l'écran de mon ordinateur. Est-ce que ça te semble innocent ? Sophie a jeté un œil à l'image et son visage a pâli une seconde. Puis le défi a repris le dessus. Tu ne me fais pas confiance après 8 ans. Ça en dit long sur toi, pas sur moi. C'est qui ? Personne. Juste un type au hasard dans le bar. Léa m'a mise au défi de prendre une photo. Ça ne voulait rien dire. Mais quelque chose dans sa voix me disait qu'elle mentait. La façon dont ses yeux fuyaient, le léger tremblement de ses mains. J'avais vu assez de menteurs dans ma vie pour reconnaître les signes. Mon téléphone a sonné. Le nom d'Edward Caldwell s'est affiché à l'écran. Réponds, a sifflé Sophie. Je l'ai mis sur haut-parleur. Allô, Edward. Baptiste Keller, nom d'un chien, que se passe-t-il ? La voix de son père était glaciale. La moitié de la ville m'appelle à propos de bêtises sur les réseaux sociaux. Demande à ta fille. Sophie, explique-toi tout de suite. Elle a attrapé le téléphone. Papa, ce n'est rien. Baptiste fait une sorte de crise de nerfs.
La photo n'était qu'une blague stupide. Une blague qui a maintenant été partagée 300 fois, ai-je dit. La page Facebook de France 3 Info vient de la reprendre. Le visage de Sophie est devenu blanc. Quoi? J'ai rafraîchi mon navigateur. France 3 Info, un futur marié de la région annule son mariage après la photo virale de l'enterrement de vie de jeune fille. Félicitations, chérie. Tu es célèbre. C'est de la folie, a-t-elle crié. Tu gâches tout pour rien. C'est moi qui gâche tout? J'ai ri, mais sans aucune once d'humour. Ce n'est pas moi qui ai décidé de me rapprocher d'un inconnu 3 jours avant notre mariage. La voix d'Édouard crépitait au téléphone. Ça suffit. Vous deux. Sophie, rentre à la maison. Nous discuterons de cela comme des adultes. Après son départ, je suis resté assis dans ma cuisine à regarder l'histoire exploser sur les réseaux sociaux. Des amis du lycée commentaient. Mes copains de l'armée intervenaient. Même ma voisine âgée, Madame Evelyne Dubois, avait trouvé la publication et laissé une série d'émojis choqués. Mais alors que l'adrénaline retombait, un sentiment lancinant s'est installé dans mon ventre. La réaction de Sophie avait été trop extrême, trop défensive. Et cet homme sur la photo, il y avait quelque chose de familier chez lui, même avec son visage partiellement caché. J'allais découvrir qui il était. Le lendemain matin a apporté un défilé d'appels téléphoniques, de SMS et de visiteurs inattendus. Madame Evelyne Dubois a frappé à ma porte à cette heure précise. Quel dommage, mon cher Baptiste, a-t-elle dit en entrant dans ma cuisine sans y être invitée. Bien que, je dois dire, je me suis toujours posé des questions sur cette fille. Trop ambitieuse, si vous voulez mon avis, avec ses nuits tardives au bureau. Des nuits tardives, oui. Travailler jusqu'à des heures impossibles. Quoique, entre vous et moi, je voyais sa berline partir vers 7h30 la plupart des matins, puis revenir vers 21 ou 22h. Étrange façon de travailler tard, vous ne trouvez pas? J'ai gardé cette information en tête et j'ai appelé mon meilleur ami, Simon Leroy, qui gérait le pub au Malais. Si quelqu'un connaissait les ragots locaux, c'était bien Simon. Mec, tu as cassé Internet, a-t-il dit en répondant. La moitié de la ville en parle. L'autre moitié partage des mèmes. J'ai besoin d'un service. On peut se voir pour déjeuner? Je libère déjà mon emploi du temps. Nous nous sommes retrouvés chez O'Malley pendant le service calme de l'après-midi. Simon m'a servi une bière et a fait glisser une corbeille d'ailes de poulet sur le bar. Alors, quelle est la véritable histoire, a-t-il demandé. Je lui ai montré la photo à nouveau. Regarde ce type. Vraiment, regarde-le. Simon a étudié l'écran, puis ses yeux se sont écarquillés. Bordel de merde. Fournier. Qui? Marc Fournier, directeur régional chez Assurance Caldwell. Le protégé d'Édouard, conduit une berline de luxe, se prend pour le don de Dieu aux femmes. Il vient ici parfois avec des clients. Simon a marqué une pause. Baptiste, si Sophie est impliquée avec Marc Fournier, c'est plus gros qu'une simple relation inappropriée. Ce type est le patron de son patron. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Les nuits tardives, la réaction défensive, la panique dans ses yeux quand j'ai posté cette photo. Ce n'était pas juste une erreur d'ivresse lors d'un enterrement de vie de jeune fille. Je dois en être sûr. À quoi tu penses? Je pense qu'il est temps de creuser un peu. Simon a souri. Compte sur moi. Mais d'abord, tu devrais savoir que ton petit coup d'éclat sur les réseaux sociaux a coûté cher à Marc. On dit qu'Édouard l'a convoqué dans son bureau ce matin. Toute l'entreprise en parle. Cet après-midi-là, je me suis rendu à l'immeuble de bureau de Sophie et je me suis garé de l'autre côté de la rue. À 19h30, comme l'avait dit Madame Dubois, Sophie est sortie vers sa berline, mais au lieu de rentrer chez elle, elle a quitté le parking et s'est dirigée vers le centre-ville. Je l'ai suivie à distance, le cœur battant. Elle s'est rendue aux appartements Bellevue, le complexe chic près du fleuve. Je l'ai regardée se garer et entrer dans le bâtiment, c'est comme si elle l'avait fait 100 fois. 20 minutes plus tard, elle est ressortie avec un grand homme en costume cher. Même de loin, je l'ai reconnu sur la photo. Marc Fournier. Ils sont montés dans sa berline de luxe et sont partis ensemble. Je suis resté assis dans mon pick-up pendant 1 heure, digérant ce que je venais de voir. Ce n'était pas une erreur d'un soir.
C'était une liaison. En rentrant chez moi, j'ai appelé mon vieil ami de l'armée, André Dubois, qui dirigeait maintenant une société de sécurité privée à Lyon. J'ai besoin d'aide pour quelque chose, lui ai-je dit. Quel genre d'aide? Le genre dans lequel tu excelles. Recherche. Surveillance. Peut-être un peu de résolution créative de problèmes. André a ri. On dirait que quelqu'un a des ennuis. Quelle est la situation? Je lui ai tout expliqué. La photo, mes recherches, ce que j'avais découvert sur Marc. Alors, tu veux savoir jusqu'où ça va? Je veux tout savoir. Depuis combien de temps ça dure? Ce qu'il prévoit. Tout. Donne-moi 48 heures. Le lendemain matin a apporté d'autres surprises. Léa, la demoiselle d'honneur de Sophie, s'est présentée à ma porte, l'air nerveuse. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Je l'ai laissée entrer, remarquant comment elle évitait mon regard. Écoute, Baptiste, je me sens terriblement mal pour tout ça. L'histoire de la photo a juste pris des proportions énormes. Vraiment? Ou a-t-elle simplement exposé ce qui se passait déjà? Elle a tripoté la lanière de son sac. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Marc Fournier. Depuis combien de temps Sophie le voit? Le visage de Léa s'est décomposé. Je ne peux pas. J'ai promis de ne rien dire. Léa, je les ai vus ensemble hier. Je suis au courant pour l'appartement. La seule question est de savoir si tu vas m'aider à comprendre ce qui se passe ou si tu vas continuer à mentir pour elle. Elle s'est mise à pleurer, le mascara coulant sur ses joues. 6 mois, a-t-elle murmuré. Ça a commencé il y a 6 mois, lors du séminaire d'entreprise. Elle disait que c'était juste physique, qu'elle t'aimait, mais qu'elle avait besoin de quelque chose d'excitant. Elle m'a fait promettre de ne le dire à personne. Et tu pensais que c'était normal? Je pensais que ça s'essoufflerait. Je pensais qu'elle se lasserait et qu'elle t'épouserait quand même. Mais ensuite, elle a commencé à parler d'annuler le mariage et j'ai paniqué. J'ai pensé que si elle avait une dernière nuit de folie, elle réaliserait ce à quoi elle renonçait. Alors l'enterrement de vie de jeune fille, c'était quoi? Un test? Elle voulait voir si elle pouvait s'éloigner de lui. Mais quand il est arrivé au bar, Léa a secoué la tête. Elle s'est illuminée comme un sapin de Noël. C'est là que j'ai su qu'elle était amoureuse de lui. La trahison m'a frappé comme un coup physique. Pas seulement la relation inappropriée, mais la tromperie élaborée, les mois passés à planifier notre mariage pendant qu'elle planifiait sa sortie. Il y a plus, a dit doucement Léa. Marc a promis de quitter sa femme. Il dit qu'une fois qu'il aura la promotion au poste de vice-président, il aura assez d'argent pour une rupture nette. Sophie pense qu'ils vont s'enfuir ensemble. Sa femme? Marc est marié depuis 15 ans. 2 enfants dans une école privée. Je l'ai dévisagé. Et Sophie le sait? Elle pense qu'elle est différente, qu'il l'aime vraiment cette fois. Après le départ de Léa, je me suis assis dans mon atelier au garage, entouré des outils de mon métier, et j'ai planifié mon prochain coup. Pendant 8 ans, j'avais été le type stable et fiable, celui qui réparait les choses quand elles cassaient, qui gardait sa bouche fermée et la tête basse. Mais Sophie et Marc avaient fait une erreur cruciale. Ils m'avaient humilié publiquement, pensant que j'allais simplement l'accepter et disparaître tranquillement. Ils étaient sur le point d'apprendre que les plus discrets sont souvent les plus dangereux lorsqu'on les pousse à bout. André m'a appelé à 6 heures du matin le vendredi avec des nouvelles. Ta copine n'a pas chômé, a-t-il dit. J'ai des reçus d'hôtel, des relevés de cartes de crédit et assez de SMS pour écrire un roman d'amour. Tu veux les grandes lignes? Donne-moi tout. Il se voit 2 fois par semaine depuis 6 mois. Toujours le même hôtel, l'hôtel de la Rive au centre-ville. Marc paie en espèces, mais Sophie utilise sa carte de crédit pour les dîners, les cadeaux, même des articles personnels. Elle ne couvre pas vraiment ses traces. Et les SMS. C'est là que ça devient intéressant. Marc lui sert un baratin sur sa promotion de vice-président, sur le fait de quitter sa femme, tout le conte de fées. Mais j'ai creusé dans ses finances. Le type est endetté jusqu'au cou. Énorme crédit immobilier, frais de scolarité des enfants, adhésion à un club privé. Il ne quittera pas sa femme de sitôt. Est-ce que Sophie le sait? D'après ses messages,
Elle prévoit d'emménager avec lui après que votre mariage soit officiellement annulé. Elle regarde déjà des appartements. La trahison devenait plus profonde à chaque nouveau détail. Pendant que je planifiais notre avenir, elle planifiait sa fuite. Il y a encore une chose, a dit André. Marc a une certaine réputation au travail. Ce n'est pas sa première relation inappropriée. On dit qu'il a déjà fait le coup. Des promesses de quitter sa femme, il fait marcher la femme pendant des mois, puis disparaît quand les choses se compliquent. Envoie-moi tout ce que tu as. Qu'est-ce que tu prévois? Je prévois de leur donner exactement ce qu'ils méritent. Ce soir-là, je suis allé chez O'Malley pour retrouver Simon. Le bar était bondé comme d'habitude le vendredi soir, mais Simon m'avait gardé une place au bout où nous pouvions parler en privé. Tu as une sale tête, a-t-il dit en me glissant une bière. Je me sens encore plus mal. Mais j'ai un plan. Je l'ai mis au courant de ce qu'André avait découvert. L'expression de Simon s'est assombrie à chaque détail. Alors, quel est le plan d'action? D'abord, je vais avoir une discussion avec Marc. D'homme à homme. T'es sûr que c'est malin? Un type comme ça a probablement des avocats en numérotation rapide. Je ne vais pas le menacer. Juste m'assurer qu'il comprend la situation. À 21h, je me suis rendu aux appartements Bellevue et j'ai attendu. Comme prévu, la berline de luxe de Marc est entrée dans le parking. Je l'ai regardé se diriger vers le bâtiment C. Puis je suis sorti de mon pick-up. Marc Fournier. Il s'est retourné, plissant les yeux dans la pénombre. Qui demande? Baptiste Keller. Je pense que tu sais qui je suis. Son visage a pâli, mais il a essayé de rester cool. Écoute, si c'est à propos de cette photo. C'est à propos de bien plus que la photo. Je me suis approché, notant comment il reculait instinctivement vers sa voiture. Malgré ses vêtements chers et son bagou, Marc était un faible. Il n'avait probablement pas eu de véritable confrontation depuis le lycée. Voici ce qui va se passer, ai-je dit calmement. Tu vas mettre fin à quoi que ce soit que tu as avec Sophie, ce soir. Et tu vas rester loin d'elle. Tu ne peux pas me dire ce que je dois faire. En fait, si. Tu vois, je suis au courant pour ta femme, tes enfants, tes mensualités de crédit. Je suis au courant des autres femmes à qui tu as fait ça. Et je sais qu'Edward Caldwell attache plus d'importance à la réputation de son entreprise qu'à toute autre chose. La pomme d'Adam de Marc a bougé alors qu'il déglutissait difficilement. Tu me menaces? Je t'informe. Il y a une différence. Sophie est une adulte. Elle peut faire ses propres choix. Tu as raison. Elle le peut. Mais moi aussi. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré l'écran. Un brouillon de mail adressé à Edward Caldwell, avec en pièces jointes des photos, des reçus d'hôtel et des captures d'écran de SMS. Un clic envoie ça à ton patron, à ta femme et à tous les blogs de ragots de la région. C'est toi qui choisis. Marc a fixé le téléphone, puis moi. Tu bluffes. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Oups. La couleur a quitté son visage. Fils de. Il s'est jeté sur moi, mais 8 ans d'entraînement militaire et 15 ans de travail manuel m'avaient laissé en meilleure forme que ce que son abonnement à la salle de sport ne pourrait jamais égaler. Lors de la confrontation, j'ai pu me défendre efficacement et le maîtriser brièvement. Voici un conseil gratuit, ai-je dit doucement. La prochaine fois que tu veux gâcher la vie de quelqu'un, assure-toi qu'il ne sait pas se battre. Je l'ai laissé partir et je suis retourné à mon pick-up, le laissant debout dans le parking, se demandant probablement à quelle vitesse il pourrait mettre à jour son CV. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que je ne sois rentré. D'abord Sophie, puis Édouard, puis des numéros que je ne reconnaissais pas. Je les ai tous laissés sur la messagerie vocale. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour découvrir que mon histoire était redevenue virale. Quelqu'un avait filmé ma confrontation avec Marc et l'avait mise en ligne. Les commentaires étaient brutaux et principalement de mon côté. Un artisan local donne une leçon à un patron infidèle. Voilà comment on gère quelqu'un qui dépasse les bornes. Marc Fournier a eu ce qu'il méritait. À 10h du matin, Sophie s'est présentée chez moi. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi. Son apparence habituellement parfaite était débraillée et désespérée. « Tu as tout détruit » a-t-elle crié dès que j'ai ouvert la porte.
J'ai tout détruit? C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Marc a perdu son travail. Édouard l'a viré ce matin. Bien. Comment peux-tu être si cruel? Nous nous aimons. J'ai ri. De l'amour, Sophie? Tu n'étais qu'un jeu pour lui, tout comme les autres femmes à qui il a fait ça. Ce n'est pas vrai. Demande-lui pour Laure Bernard ou Lynn Nguyen. Deux anciennes employées qui se croyaient spéciales, elles aussi. Son visage s'est décomposé. Tu mens. Ah oui? Quand as-tu eu des nouvelles de Marc pour la dernière fois? Depuis hier, je veux dire. Elle a sorti son téléphone et je l'ai regardé faire défiler ses messages. Son expression a changé alors qu'elle réalisait ce que je savais déjà. Marc était passé en mode silence radio. Il est probablement juste en train de réfléchir à la suite, a-t-elle dit, mais la confiance avait disparu de sa voix. Il est probablement en train de réfléchir à comment expliquer ça à sa femme sans perdre la moitié de ses biens dans un divorce. Tu ne comprends pas ce que nous avons. Je comprends exactement ce que vous avez. 6 mois de chambre d'hôtel et de mensonges, et maintenant c'est fini. Elle m'a fixé pendant un long moment, et j'ai vu le moment précis où elle a réalisé que j'avais raison. Marc n'allait pas venir la sauver. Il n'allait pas quitter sa femme. Il ne répondait même plus à ses appels. Je te déteste, a-t-elle murmuré. Ça m'est égal. Mais tu te détesteras encore plus quand tu réaliseras ce que tu as gâché. Après son départ, j'ai appelé Simon. Ça fait quoi d'être l'homme le plus célèbre de Villefranche, a-t-il demandé. Comme si je ne faisais que commencer. La semaine suivante a apporté son lot de conséquences qui se sont propagées dans notre petite ville comme des pierres jetées dans un étang. Marc Fournier a complètement disparu. La rumeur disait que sa femme l'avait mis à la porte et qu'il séjournait dans un motel en cherchant du travail dans une autre région. Sophie est retournée vivre chez son père, qui était si embarrassé par le scandale qu'il quittait à peine sa maison. Mais mes anciens amis, c'était une autre histoire. Ça a commencé avec Paul et Laure Bernard. Oui, la même Laure avec qui Marc avait apparemment eu une liaison 2 ans plus tôt. Il faisait partie de notre cercle social habituel, des barbecues le week-end et des soirées-jeux. Le genre d'amis que l'on s'attend à avoir pour toujours. Paul m'a appelé le jeudi soir. Il faut qu'on parle, a-t-il dit, la voix froide. À propos de quoi? De ce que tu as fait à Marc et Sophie. Ce que j'ai fait? Ne joue pas à l'idiot, Baptiste. Tu as détruit la vie de 2 personnes pour une stupide photo. Je suis resté silencieux un instant, digérant cela. Paul, tu réalises que Marc avait une liaison avec ma fiancée, n'est-ce pas? Et qu'il a fait exactement la même chose à ta femme il y a 2 ans? C'était différent. Laure et moi avons réglé nos problèmes. Nous sommes plus forts maintenant. Donc, j'aurais dû laisser tomber, épouser Sophie quand même et faire comme si de rien n'était. Tu aurais dû gérer ça en privé, comme un adulte. Au lieu de ça, tu en as fait un cirque public. La conversation a déraillé à partir de là. Paul m'a accusé d'être vindicatif et cruel. Je l'ai accusé d'avoir une mémoire sélective concernant la situation de sa propre femme. Nous avons tous les deux dit des choses que nous ne pouvions pas reprendre. Il n'était pas le seul. Au cours des jours suivants, j'ai eu des nouvelles d'Étienne et Karine Hérault, de Kevin et Lynn Nguyen, et de plusieurs autres couples de notre cercle social. Le message était cohérent, j'étais allé trop loin. J'étais le méchant dans cette histoire. Il est devenu clair qu'ils avaient parlé entre eux, construisant un récit où j'étais le scélérat, et Sophie et Marc les victimes de ma vengeance. Le point de rupture est arrivé le samedi soir chez O'Malley. Je prenais un verre tranquillement avec Simon quand Paul est entré avec Étienne Hérault et Kevin Nguyen. Ils m'ont repéré immédiatement et se sont dirigés droit vers ma table. « Tiens, regarde qui est là », a dit Paul assez fort pour que la moitié du bar l'entende. La nouvelle célébrité de la ville. Paul, ne fais pas ça ici. Pourquoi pas? Tu n'as pas hésité à rendre tes affaires publiques avant. Étienne s'est avancé. Tu sais ce que tu es, Baptiste? Tu es un petit homme aigri qui n'a pas supporté que sa femme trouve quelqu'un de mieux. Le bar est devenu silencieux. Tout le monde regardait maintenant. Les téléphones enregistraient probablement déjà. Quelqu'un de mieux. Je me suis levé lentement. Tu veux dire un homme marié qui l'a utilisé tout en mentant sur le fait de quitter sa femme. Au moins,
Marc l'a traitée comme une reine, a ajouté Kevin. C'est quand la dernière fois que tu as emmené Sophie dans un endroit sympa? Quand lui as-tu acheté des fleurs ou des bijoux ou l'as-tu fait se sentir spécial? J'économisais pour notre mariage. Tu sais, celui qu'elle prévoyait de laisser tomber. Parce que tu es ennuyeux, a crié Paul. Tu es un artisan de petite ville sans ambition, sans classe, sans avenir. Sophie mérite mieux que de réparer des toilettes pour le reste de sa vie. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. C'étaient censés être mes amis, des gens qui me connaissaient depuis des années, qui avaient mangé à ma table et célébré les fêtes avec moi. Tu veux savoir ce qui est vraiment pathétique, a continué Étienne. Tu es si peu sûr de toi que tu as dû détruire le bonheur de tout le monde parce que tu ne pouvais pas satisfaire ta propre femme. Ça suffit, a dit Simon en s'interposant. Reste en dehors de ça, Simon, a lâché Paul. C'est entre nous et ton ami minable. Quelque chose a craqué en moi. Les semaines d'humiliation, de trahison, et maintenant ça. Mes propres amis se retournant contre moi pour défendre les gens qui m'avaient fait du tort. Vous voulez savoir ce qui est pathétique, ai-je dit, ma voix d'un calme mortel. Ce qui est pathétique, ce sont 3 hommes adultes qui s'en prennent à quelqu'un parce qu'ils sont trop lâches pour admettre que leurs propres femmes ont probablement aussi franchi la ligne. Qu'est-ce que tu as dit? Kevin s'est avancé. Tu m'as entendu. Laure l'a certainement fait avec Marc, et je parie que si je creusais assez profondément, je découvrirais la même chose pour les autres. Paul m'a donné un coup de poing sous le coup de la colère. La discussion s'est envenimée et a dégénéré en altercation physique. Grâce à mon passé militaire, j'ai pu me défendre, et la situation a été rapidement résolue en ma faveur. Étienne et Kevin se sont joints à la mêlée, mais tout s'est terminé rapidement. Dehors, leur a dit Simon en se relevant du sol. Vous tous, et ne revenez pas. Alors qu'il boitait vers la porte, Paul s'est retourné vers moi. Ce n'est pas fini, Baptiste. Nous nous assurons que tout le monde sache quel genre d'homme tu es vraiment. Ils le savent déjà, ai-je répondu. Je suis du genre à me défendre. Après leur départ, le bar est lentement revenu à la normale, mais je pouvais sentir les regards et les chuchotements. Certains étaient clairement de mon côté, mais d'autres me regardaient comme si j'étais une bombe à retardement. Ça va, a demandé Simon. Jamais mieux. Mais c'était un mensonge. L'altercation avait fait du bien sur le moment, mais maintenant je faisais face à la réalité de ma situation. J'avais perdu ma fiancée, mes amis, et probablement ma réputation dans cette petite ville où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde. La chose intelligente à faire serait de faire profil bas, de laisser les ragots mourir, peut-être même d'envisager de déménager. Mais on ne m'avait jamais accusé d'être intelligent. Lundi matin a apporté les retombées de l'incident du samedi soir au bar. Mon téléphone bourdonnait de notifications. Quelqu'un avait filmé toute la scène et l'avait mise en ligne. La vidéo était granuleuse et le son de mauvaise qualité, mais on pouvait clairement voir la confrontation. Les commentaires étaient partagés entre ceux qui me traitaient de héros et ceux qui disaient que j'étais allé trop loin. Les groupes Facebook locaux débattaient avec passion pour savoir si j'étais justifié ou juste un autre exemple de tension non résolue qui dégénère. Mais la vraie surprise est venue quand André a appelé. « Tu as été occupé ?» a-t-il dit. « Les nouvelles voyagent vite. Plus vite que tu ne le penses. J'ai des informations intéressantes sur tes anciens amis. » Comme quoi? Comme le fait qu'ils planifient ça depuis des semaines. Depuis que l'affaire Marc est devenue publique, ils se réunissent chez Paul, coordonnant leurs réponses. Coordonnant comment? Relevés téléphoniques, publications sur les réseaux sociaux, même des emails. Ils ont travaillé pour retourner tout ton cercle social contre toi. Le but était de t'isoler complètement, de te faire passer pour le paria pendant qu'ils se positionnent comme les adultes raisonnables. Un frisson m'a parcouru l'échine. Pourquoi ferait-il ça? Parce que tu leur as fait de l'ombre. Quand tu as exposé Marc et Sophie, tu as aussi exposé le fait qu'ils savaient tout ce qui se passait et n'ont rien dit. Ils couvrent leurs propres arrières en te peignant comme le méchant. Quoi d'autre? Paul est en contact avec Sophie. Il prépare quelque chose pour ce week-end. Une sorte de confrontation publique conçue pour te faire paraître instable au festival de l'automne, au centre-ville. Beaucoup de monde, beaucoup de caméras, l'endroit parfait pour te provoquer à faire quelque chose que tu regretterais. Le festival de l'automne était le plus grand événement annuel de Villefranche. Toute la ville y serait,
ainsi que des visiteurs des environs. Si Paul et sa bande prévoyaient de me tendre une embuscade là-bas, ce serait devant des centaines de personnes. Il y a plus, a poursuivi André. J'ai fouillé dans les finances et la vie personnelle de tes amis comme tu l'as suggéré. Tu veux savoir ce que j'ai trouvé? Dis-moi. Étienne Hérault a une liaison avec sa secrétaire depuis 8 mois. Kevin Nguyen prend de l'argent de son entreprise de construction pour payer des dettes de jeu. Et Paul Bernard, il achète des substances illégales à un dealer à Lyon. Pas seulement du cannabis. On parle de drogue dure. Pilules, poudre, le genre de choses qui vous attirent de vrais ennuis judiciaires. Je me suis adossé à ma chaise, absorbant cette information. Mes anciens amis n'étaient pas seulement des hypocrites. Ils étaient impliqués dans des affaires graves. Tu peux prouver tout ça. Photos, relevés financiers, SMS. Ces types ne sont pas aussi prudents qu'ils le pensent. Envoie-moi tout. Qu'est-ce que tu prévois? Je prévois de leur donner exactement ce qu'ils prévoient de me donner. Une humiliation publique dont ils ne se remettront jamais. Samedi est arrivé, gris et pluvieux. Un temps typique d'octobre dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le festival de l'automne était installé sur la place de la ville avec des food trucks, des stands d'artisanat et une petite scène pour les groupes locaux. Malgré le temps, des centaines de personnes s'étaient déplacées pour la tradition annuelle. Je suis arrivé vers midi, en jean et chemise à carreaux, ressemblant à n'importe quel autre habitant profitant du festival. Mais je n'étais pas là pour la nourriture ou le divertissement. J'étais là pour demander des comptes. J'ai repéré Paul en premier, près du stand de cidre avec Étienne et Kevin. Il scrutait la foule, me cherchant clairement. Non loin, j'ai vu Sophie parler avec des collègues, jetant occasionnellement un coup d'œil vers Paul. Ils étaient tous là. Parfait. Je me suis dirigé vers la petite scène où un groupe de country local terminait son set. L'organisatrice du festival, Patricia Klein, se tenait sur le côté avec un presse-papier. Patricia, puis-je emprunter le micro 1 minute, ai-je demandé. Bien sûr, mon chéri. Tu veux faire une annonce? Quelque chose comme ça. Je suis monté sur scène pendant que le groupe rangeait son matériel. Le micro était toujours branché, et quand je l'ai tapoté, le son a résonné sur toute la place. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? La foule s'est lentement tournée vers la scène. Je pouvais voir Paul et ses amis réaliser ce qui se passait, mais incapables de l'arrêter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Baptiste Keller. J'ai vécu dans cette ville toute ma vie, et j'ai toujours cru qu'il fallait traiter les gens avec honnêteté et respect. La place était maintenant silencieuse, à l'exception du bruit de la pluie tambourinant sur les toits des tentes. Récemment, certaines personnes ont répandu des histoires sur moi, me traitant d'instable, de violent, de mauvais ami. Alors, j'ai pensé que je profiterais de cette occasion pour remettre les pendules à l'heure. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai branché au système de sonorisation. Voici un enregistrement de Paul Bernard organisant une transaction de substances illégales à Lyon le mois dernier. L'audio était d'une clarté cristalline. La voix de Paul discutant des prix et des quantités, organisant un approvisionnement régulier. La foule a murmuré en reconnaissant sa voix. Le visage de Paul est devenu blanc. Il a commencé à se frayer un chemin vers la scène, mais il y avait trop de monde. Cet enregistrement suivant est celui d'Étienne Hérault au téléphone avec sa secrétaire, discutant de leur liaison et de la manière de la cacher à sa femme. La voix d'Étienne a rempli la place, parlant de chambres d'hôtel et de mensonges, riant de la naïveté de sa femme. J'ai vu Karine Hérault dans la foule, son visage un masque de choc et de rage. Et enfin, nous avons Kevin Nguyen qui discute de la façon dont il détourne de l'argent de son entreprise de construction pour payer ses dettes de jeu. La voix de Kevin fut le dernier clou dans le cercueil, discutant nonchalamment de ses actes comme s'il s'agissait d'une erreur comptable mineure. La foule bourdonnait maintenant. Les gens sortaient leur téléphone pour enregistrer, d'autres appelaient des amis pour leur raconter ce qui se passait. Ce sont les hommes qui m'ont traité d'instable, ai-je dit dans le micro. Ce sont les gens qui ont dit que j'étais allé trop loin quand j'ai exposé la relation inappropriée de ma fiancée. Je vous laisse décider qui sont les vrais méchants dans cette histoire. J'ai débranché mon téléphone et je suis descendu de la scène. Paul, Étienne et Kevin avaient finalement réussi à traverser la foule, leurs visages tordus de rage et de panique. La confrontation a rapidement dégénéré. Paul m'a attaqué le premier, mais j'ai esquivé et son élan l'a projeté contre la plateforme de la scène.
Il l'a heurté violemment et s'est effondré. Étienne est arrivé ensuite, donnant des coups de poing désordonnés. J'ai pu me défendre et il a fini sur l'herbe mouillée. Kevin a essayé de me prendre de flanc, mais j'ai utilisé mon environnement pour le stopper sans danger. Toute la situation s'est terminée en quelques secondes, mais le mal était fait. Pas seulement le mal physique. C'était le mal social, l'incendie final de pont qui ne pourrait jamais être reconstruit. Alors que le groupe gisait au sol, vaincu et humilié devant toute la ville, j'ai levé les yeux et j'ai vu des centaines de personnes me regarder, choquées. Puis les applaudissements ont commencé. Cela a commencé avec une personne, puis s'est propagé à travers la foule comme une traînée de poudre. Les gens applaudissaient, sifflaient, prenaient des photos et des vidéos. Quelqu'un a crié « Voilà comment on gère les gens qui dépassent les bornes ». Et la foule a rugi son approbation. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu Sophie debout près du stand de cidre, le visage pâle de choc. Nos regards se sont croisés à travers la place, et j'y ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La peur. Elle commençait enfin à comprendre ce qu'elle avait déchaîné en décidant de me trahir. Mais je n'avais pas fini. J'ai marché jusqu'à l'endroit où elle se tenait, la foule s'écartant devant moi. « Bonjour, Sophie. »« Baptiste, s'il te plaît. J'ai quelque chose pour toi. » J'ai sorti une enveloppe et je la lui ai tendue. Elle l'a ouverte avec des mains tremblantes et en a sorti une pile de photographies et de documents. Ce sont des photos de Marc avec sa femme et ses enfants à Disneyland Paris le week-end dernier, ai-je dit assez fort pour que tout le monde autour entende, ainsi que le bail de leur nouvelle maison sur la Côte d'Azur. Il s'avère qu'il n'a pas perdu son emploi après tout. Il a été muté, et il a emmené sa famille avec lui. Sophie a regardé les photos, son visage se décomposant alors qu'elle réalisait la vérité. Marc n'avait pas été ruiné par notre scandale. Il l'avait utilisé comme une excuse pour disparaître et recommencer ailleurs, tout comme il l'avait probablement fait auparavant. Il ne t'a jamais aimé, ai-je dit doucement. Tu n'étais qu'un autre jeu pour lui. Elle m'a regardé, des larmes coulant sur son visage. Comment as-tu? J'ai engagé un détective privé. Il s'avère que Marc a fait exactement le même coup dans 3 villes différentes. Ciblant toujours des femmes ambitieuses. Promettant toujours de quitter sa femme. Disparaissant toujours quand les choses se compliquent. La foule écoutait chaque mot. Les téléphones enregistraient tout. L'humiliation de Sophie était maintenant complète et publique, tout comme la mienne l'avait été. Pourquoi, a-t-elle murmuré. Pourquoi me fais-tu ça? Parce que tu me l'as fait en premier. La seule différence, c'est que tout ce que je dis est vrai. Je me suis tourné pour m'adresser à la foule une dernière fois. Mesdames et messieurs, je veux que vous vous souveniez tous de ce jour. Souvenez-vous de ce qui arrive quand vous essayez de détruire un homme innocent pour couvrir vos propres arrières. Souvenez-vous de ce qui arrive quand vous confondez la gentillesse avec la faiblesse. Je me suis frayé un chemin à travers la foule vers mon pick-up. Les gens s'écartaient pour me laisser passer. Derrière moi, j'entendais des sirènes approcher. Quelqu'un avait finalement appelé la police à propos de l'altercation, mais je n'étais pas inquiet. J'avais des preuves vidéo de la foule, des témoins qui avaient vu Paul et les autres commencer, et une foule immense de gens qui venaient de me voir exposer 3 personnes impliquées dans des affaires graves, et une ex-fiancée infidèle. En m'éloignant du festival, j'ai aperçu mon reflet dans le rétroviseur. Pour la première fois depuis des mois, je souriais. L'artisan discret avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose de plus dur, quelque chose qui ne pouvait être brisé, trahi ou humilié. Quelque chose qui se défendait, et qui gagnait. Commentaire, salut à tous, je voulais juste vous dire merci d'avoir suivi cette histoire avec moi. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'importance de protéger son propre respect de soi lorsque quelqu'un dépasse une ligne rouge évidente. J'ai appris que la vraie gentillesse ne signifie pas ignorer les signaux d'alarme ou laisser les gens vous marcher sur les pieds. Choisir la paix pour soi-même n'est jamais égoïste. C'est en fait l'une des choses les plus courageuses que l'on puisse faire. Si vous regardez ceci et que vous portez la douleur d'une trahison, sachez que la guérison commence au moment où vous décidez que vous méritez mieux. Prendre la responsabilité de son propre bonheur peut sembler lourd au début, mais cela ouvre la porte à une vraie liberté et à des jours plus calmes. J'espère que cette histoire vous rappelle de vous entourer de personnes qui apprécient vraiment votre cœur et votre paix. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et il est normal de s'éloigner de tout ce qui vous blesse constamment.
Continuons tous à choisir la croissance, même lorsque c'est inconfortable.